Donc, bonsoir à tous. Merci d'être connectés avec nous ce soir et bienvenue dans ce numéro des idées changent le monde. Ce soir, nous recevons les professeurs Marie Cartier et Jean-Pierre Belon, fondateurs du Centre RESIS, Centre de ressources et d'études systématiques contre les intimidations scolaires. À la fin de leur présentation, vous aurez l'occasion de leur poser des questions en les rédigeant sur le chat. Veuillez noter que les questions devront être d'ordre général et qui ne pourront pas répondre à des questions qui seront personnelles sur vos situations individuelles. Pour suivre cette conférence en anglais, cliquez sur Interprétation et sélectionnez le canal anglais. If you would like to listen to this webinar in English, click on the Interpretation feature, then select English. Avant de commencer, je passe la parole à David Binan, proviseur de l'IFS. Oui, j'étais professeur avant, il y a un certain temps, mais depuis, j'ai changé de vie un peu. Et donc, je suis ravi en tout cas de pouvoir introduire donc, cette conférence. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Donc, je suis effectivement donc, David Binan pour les personnes qui ne m'ont pas encore vu, donc, qui est donc, le proviseur de l'International French School Singapour, donc l'IFS. Et l'IFS donc, qui est très heureux de pouvoir organiser donc, cette visioconférence. Donc, ce sont des moments très importants à destination donc, de notre communauté scolaire et de notre communauté éducative. Et je suis très heureux aussi de vous savoir aussi nombreux donc, pour participer donc, à cette visioconférence. L'intimidation, malheureusement, est un fléau qui sévit dans nos écoles depuis un certain temps. A toujours peut-être été, mais qui peut-être s'est aussi trouvé amplifié avec l'usage donc, de ce que l'on appelait il y a quelque temps encore des nouvelles technologies, maintenant donc les réseaux sociaux ou autres. Donc, il s'agit effectivement avant tout de protéger nos enfants et de faire en sorte qu'ils puissent évoluer, particulièrement donc, en milieu scolaire, de la manière la plus sûre et voilà, qu'ils se sentent donc, le mieux possible donc, en milieu scolaire. Donc, cette conférence donc, qui est menée par le professeur Belon et par la professeure Cartier est importante parce qu'elle va vous permettre de comprendre un petit peu ce que l'école, ce que le milieu scolaire effectue pour gérer ces situations et aussi pour les prévenir. Et c'est donc dans le cadre de la prévention que s'inscrit cette visioconférence pour vous permettre, donc, comme je l'ai dit, de comprendre ce qui est fait et aussi d'avoir peut-être des clés qui vous permettront de le gérer à votre niveau quand vos enfants, quand ils rentrent le soir à la maison ou donc le week-end ou pendant les congés, vous parlent de ces situations d'intimidation. Et donc, nous travaillons déjà depuis quelques années avec le professeur Belon et la professeure Cartier donc dans le cadre de notre cellule anti-intimidation et dans l'application de la méthode de la préoccupation partagée que les deux professeurs vont vous expliquer certainement ce soir. Et on se réjouit déjà de tout le travail qui est mené et de la prise en charge qui est faite pour diminuer, prévenir, informer nos élèves et les mettre en confiance et que l'on se retrouve à gérer de moins en moins ce genre de situation. En tout cas, profitez de ce moment dans le cadre de notre dispositif « Les idées changent le monde », que nous sommes heureux, nous, l'IFS, de promouvoir et qui offre différents aperçus de ce qui est fait en milieu scolaire pour accompagner les enfants dans leurs apprentissages et leur épanouissement personnel, mais aussi, comme c'est le cas ce soir, pour accompagner donc, les parents, notre communauté éducative. Un grand merci à nouveau donc, au professeur Belon et à la professeure Cartier, à qui je laisse maintenant la parole. Merci beaucoup. Et nous sommes très heureux de revenir à Singapour, même si c'est par voie numérique. Mais c'est une longue histoire qui nous lie au lycée français de Singapour, puisque c'est en octobre 2017 qu'à l'invitation de vos collègues qui ne sont plus dans l'établissement, je crois, j'étais venu, mais cette fois en direct à Singapour, créer une cellule, une structure dont nous allons parler, qui a vocation à prendre en charge, à traiter les situations d'intimidation.
Donc, c'est une longue histoire, et ce qu'il y a de remarquable, c'est que des cellules de ce type, nous en avons créé plusieurs depuis de nombreuses années, mais 5 ans plus tard, l'équipe est toujours là, elle est toujours active. Nous avons eu l'occasion de faire 2 visios, je crois, récemment, au cours des mois de février et mars, et donc c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Depuis l'époque où j'étais venu, en octobre 2017, d'ailleurs c'est justement à partir de 2017 que j'ai commencé à travailler avec Marie Cartier, et que nous avons réuni un peu nos deux approches. Moi, dans ma pratique, j'avais l'occasion de rencontrer beaucoup d'élèves ayant pris part à des faits d'intimidation, et je me rendais compte qu'il y avait peut-être quelque chose dans la méthode que je développais qui manquait, qui était sans doute l'approche des victimes. Et Marie Cartier, moi je suis au départ professeur de philosophie, Marie Cartier est au départ professeur de lettres, mais elle a après bifurqué et s'est plus consacrée au soutien des victimes. Et donc finalement, on a pu à nous deux créer un dispositif commun qui permet de prendre en charge toutes ces situations. Et c'est ce que nous avons développé, c'est ce que nous développons au sein des différentes structures, dont le lycée français de Singapour. Alors, nous allons d'abord faire un exposé dans lequel nous allons essayer de voir un peu de quoi est-ce qu'on parle. Nous aborderons évidemment cette méthode, et puis naturellement nous consacrerons le temps que vous souhaiterez pour répondre à toutes vos questions que vous pouvez peut-être déjà envoyer par le chat ou en direct. On verra comme vous le souhaitez. Mon partage d'écran fonctionne? Oui, tout marche bien. Eh bien, écoutez, très bien. Alors, le constat que nous avons pu faire, alors, il y a bien longtemps, puisque moi j'ai commencé à m'intéresser à ces questions au début des années 2000, et le constat que j'ai pu faire dès le départ, c'était ce constat de cette solitude des victimes. Ces victimes qui vivaient, comme beaucoup de victimes toujours, dans le silence et dans la solitude, et enfermées dans des craintes de la peur du groupe, crainte des représailles. Si j'en parle, qu'est-ce qu'ils vont me faire? Cette méfiance qu'ont les élèves à nous en parler, à nous professionnels de l'école, en se disant, si j'en parle, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ne va pas être pire? Est-ce qu'au fond, il ne va pas y avoir des représailles? Parce que nous allons le voir, les phénomènes d'intimidation sont d'abord et avant tout des phénomènes de groupe. Des phénomènes à l'école, tout se passe au sein d'un groupe. À l'école, tout est visible par le groupe. C'est sans doute le lieu dans lequel le groupe est le plus essentiel. Et donc, que va faire le groupe si j'en parle? Crainte des représailles, crainte sans doute aussi de n'être pas cru. Si j'en parle, qu'est-ce qu'ils vont me dire? Parce qu'au fond, ce qu'on appelle le harcèlement ou l'intimidation, c'est pas grand-chose au départ. C'est un surnom, c'est une moquerie, c'est des toutes petites choses. Ce sont des toutes petites choses, mais qui, ajoutées les unes aux autres, deviennent au bout d'un certain moment insupportables. Je me souviens, il y a 20 ans de cela, plus de 20 ans, en 2000, l'une des élèves que j'avais rencontrée dans le premier travail que j'ai réalisé sur ce sujet, l'une des élèves qui, lors d'un cours d'espagnol, avait fait une erreur de prononciation, et ce qu'elle avait dit était sans doute risible. Et tout à coup, tout le monde l'a appelée par cette expression un peu risible qu'elle avait employée. C'est devenu son surnom. Et elle me disait, je m'en souviens encore, mais je vais en parler à qui de ça? J'en parle à un adulte, mais qu'est-ce qu'il me dira? Il me dira, oh, c'est pas grave, n'en rajoute pas, fais pas attention, c'est pas du harcèlement. Et cette crainte de n'être pas cru a été confortée sans doute aussi par un certain nombre de maladresses que les professionnels ont pu faire.
par un certain nombre d'erreurs. On sait aujourd'hui que traiter une situation de harcèlement ou d'intimidation, c'est compliqué. Il faut être équipé d'un certain nombre de méthodes. Si on les traite, j'allais dire, comme à l'ancienne, on débouche sur des catastrophes parfois. Donc maintenant, on a un recul, parce que cette méthode, moi, ça fait des années que je travaille dessus et je l'ai enrichie grâce à l'apport de Marie Cartier. Donc on a maintenant une expertise, on sait comment on doit faire, on sait les erreurs, à éviter, et on va finalement peut-être sortir de ce constat pour arriver à un dispositif dans lequel il faudrait, et c'est intéressant parce qu'en France, ce que nous avions commencé à initier dans différents établissements, dont Singapour, c'est en train de se généraliser. L'idée serait, c'est dans ce qu'on appelle le programme phare, l'idée serait de faire en sorte que, comme au lycée français de Singapour, eh bien, chaque élève puisse trouver au sein de son établissement à la fois une écoute empathique, une écoute bienveillante. Les victimes ont d'abord besoin qu'on les écoute. Elles n'ont pas besoin sans doute qu'on leur donne tout de suite des conseils, mais elles ont certainement besoin qu'on soit attentif à leur souffrance, qu'on les entende, qu'on les écoute, qu'on les rassure. Si nous insistons sur ce terme d'intimidation, qui paraît beaucoup plus intéressant que celui de harcèlement ou même de bullying, si nous insistons sur ce terme d'intimidation, c'est parce qu'il définit bien le sentiment de crainte générale qui existe. Ces élèves victimes ont peur. Ils ont besoin d'être rassurés. Donc qu'ils trouvent, l'idée est bien là, qu'ils trouvent dans l'école cet accueil rassurant et bienveillant. Et d'ailleurs, les élèves qui participent au brimade, les intimidateurs, les mobbers, mais ils sont eux-mêmes pris dans une espèce de crainte. Pourquoi est-ce qu'il n'y en a aucun qui dit « Allez, stop, on a été trop loin » ? Pourquoi est-ce qu'il n'y en a aucun qui dit « Allez, on arrête maintenant » ? Parce qu'il sait très bien ce qui lui arriverait s'il prenait ses distances vis-à-vis du groupe. L'intimidation est un système de peur généralisée et évidemment, l'objectif est de défaire cette peur avec des professionnels spécifiquement formés qui vont s'attacher, ainsi qu'on va le voir quand on va présenter la méthode, qui vont s'attacher à défaire les effets de groupe de façon à ce que le phénomène s'arrête. Donc l'idée est bien là, c'est d'arriver à créer dans chaque établissement, ainsi qu'on l'a fait à Singapour, une cellule, on verra tout à l'heure combien il y a de professionnels dans cette équipe, dans l'établissement, une équipe qui est à la fois formée pour rassurer, accueillir la parole de la victime, et en même temps pour faire cesser les brimades. De cette manière-là, on pourrait arriver à, j'allais dire, prendre l'intimidation par toutes ces extrémités et à en venir à bout. Alors, de quoi parle-t-on exactement ? Très clairement, ce terme de harcèlement qui a été adopté en France n'est certainement pas exactement approprié. Nous préférons parler d'intimidation, nous préférons parler de mobbing. Mobbing, le terme anglais renvoie expressément au mob, c'est-à-dire ce groupe coalisé, ce groupe qui va se fondre littéralement sur la cible. Le mobbing renvoie bien à cette notion d'effet de groupe. On est beaucoup plus près de la réalité lorsqu'on parle d'intimidation ou de mobbing, beaucoup plus que lorsqu'on parle de harcèlement ou même de bullying. Bully renvoie quand même à une espèce de voyou, une espèce de petite brute. En tout cas, le phénomène, quel que soit le nom qu'on lui donne, c'est la répétition. C'est la répétition d'actions négatives sur une certaine durée. Répétition de toutes petites choses. On peut rendre la vie d'un élève parfaitement insupportable simplement en le surnommant tous les jours de la même manière, par un surnom rabaissant. Ce sont des toutes petites choses. Et elles sont tellement petites qu'elles passent souvent inaperçues aux yeux des professionnels.
Parce que l'un, un jour, va voir cela, et puis un autre verra la même chose, mais un autre jour. Donc, ce sont ces petites choses. Et ces petites choses qui supposent le rôle du groupe, le surnom, la moquerie. Combien chacun la reprend-il 2 fois? 2 ou 3 fois? Pas plus. Je me souviens, il y a quelques années, j'intervenais je formais une équipe, exactement comme on a fait à Singapour, et une professeure, tout à coup, a un souvenir qui lui revient, elle n'y avait plus pensé pendant 20 ans. Elle dit, ah oui, lorsque j'étais à l'école, je parle, il va avoir 11 ans, 12 ans, il y avait une fille de la classe qui avait une bosse sur le nez, on l'appelait rhinocéros. Je lui ai demandé, mais combien de fois vous avez appelé cette petite rhinocéros? Oh, elle me répond 2 fois, 3 fois, pas plus. Et oui, c'est ça. C'est 2 fois, 3 fois, pas plus, multiplié par tous les élèves qui reprennent le surnom, multiplié par 200 et quelques jours d'années scolaires, multiplié par combien d'années de collège ou de lycée. Et ce surnom est répété par des gens qui, après, n'y penseront plus pendant 20 ans. Par contre, la fille qui s'est fait appeler rhinocéros pendant 3 ou 4 ans, croyez-moi, elle s'en souvient. C'est la répétition d'actions négatives. C'est un phénomène de groupe, avec des individus qui interagissent. Bien sûr, il y a certainement celui qui a trouvé le surnom rhinocéros. Celui-là, il était plus méchant que les autres, c'est clair. Mais si personne n'avait repris le surnom, il n'y aurait pas eu de phénomène. Le problème, c'est que ce surnom, il est repris par tout le monde. Et c'est sans doute ce qui va faire la troisième composante, c'est-à-dire que ça va devenir très difficile pour chacun de se défendre par lui-même. Ça va devenir même tout à fait impossible pour l'élève qui est victime de toutes ces brimades de se défendre par lui-même, et non pas en raison d'une fragilité qu'il aurait intrinsèque, non pas, comme on l'entend trop souvent, parce qu'il n'a pas les mêmes compétences que les autres élèves ou parce qu'il a un problème lui-même. Non, tout simplement parce que face à un effet de groupe, n'importe qui est tétanisé, n'importe qui, n'importe quel enfant, n'importe quel adolescent sera terrifié, en réalité, vraiment terrifié. Le groupe, on ne sait jamais exactement où il s'arrête. On sait, en plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux, le groupe prend des proportions totalement incontrôlables. Donc, la capacité à se défendre par soi-même dans ces situations scolaires, de souffrance scolaire, où toujours le groupe est présent, est totalement impossible. C'est absolument impossible d'attendre de l'élève victime qu'il puisse se sortir de là tout seul. Alors, les formes que peut prendre ce phénomène sont très variables. Ce sont des moqueries, ce sont des surnoms, ce sont des mises à l'écart, des jets d'objets, et parfois le tout réuni. Avec tout de même quelque chose qu'on observe de façon constante, c'est un effet de surenchère. C'est-à-dire qu'il y en a un qui commence et après tous les autres montent en puissance. Cet phénomène de surenchère est très important dans le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, dont nous dirons un mot tout à l'heure, est vraiment fondé sur la surenchère et sur l'effet de groupe avec cette montée en puissance. Parce qu'il n'y a pas de visage. Par écran interposé, on peut monter très vite. Très vite en puissance. Voilà les formes qu'il peut prendre. Et puis, il y a une donnée que l'on retrouve de façon absolument constante dans les phénomènes, c'est le silence des victimes. Les cibles du harcèlement ont tendance à se taire. Oui, ça c'est ce qui rend d'ailleurs les choses assez difficiles pour les enseignants, les équipes de professionnels à l'école. Trop souvent, l'élève qui est victime de toutes ces brimades se réfugie dans le silence et se tait. Il a bien des raisons, malheureusement, de se réfugier dans ce silence. Tout le pousse à se réfugier dans ce silence. Et c'est important pour nous, les adultes, qu'on soit professionnels de l'école ou qu'on soit parents,
l'enfant à se réfugier dans le silence afin de ne pas aggraver toutes ces raisons, voyez, qui le tétanisent. Il y a bien sûr, comme disait Jean-Pierre tout au début déjà, cette peur des représailles, c'est-à-dire si j'en parle, les autres seront encore plus méchants avec moi. Ça, c'est une peur absolument fondamentale. Mais il y a aussi cette gêne à être le seul parmi tous. Ils ont l'impression que les autres, leurs camarades, se débrouillent très bien, qu'ils se débrouillent seuls. Et lui va devoir vous voyez, n'y arrive pas. Donc il y a cette espèce de gêne à se plaindre, à passer pour celui qui se plaint. Et de là, on va vite arriver à une forme de honte. Honte avec ce sentiment très, très injuste que c'est de leur faute. Les enfants qui sont harcelés, intimidés, ont facilement l'illusion que c'est leur faute. Parce que comme c'est totalement absurde ce qu'ils vivent, en réalité, il n'y a aucune raison pour que ça leur arrive à eux. Et c'est tellement absurde que, n'ayant pas d'explication valable, finissent par se dire mais ça doit être moi qui ne suis pas comme il faut. Hein, vous voyez, et ils en ressentent une honte qui les pousse à se taire, qui les pousse dans un déni de leur situation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement douloureux pour eux. Il y a évidemment la crainte que l'école, quand il n'y a pas d'équipe bien formée, alors heureusement à Singapour, l'établissement se dote d'une équipe avec des bons réflexes et une équipe qui est bien formée, mais sinon, il y a la crainte évidemment que l'école ne sache pas réagir de façon appropriée et immédiatement pose des sanctions, par exemple, sur les élèves intimidateurs qui seront, on revient à la question de représailles, seront d'autant plus méchants avec l'élève cible. Et puis, il y a cette crainte, mine de rien, que l'établissement avertisse les parents. Enfin, il y a la crainte chez ces élèves de la réaction des parents. Et vous êtes des parents d'élèves, là. Les élèves, moi, j'en ai beaucoup vu, puisque je les reçois toujours en entretien individuel. Ils ont peur de la réaction des familles parce que trop souvent, les parents sont tellement affolés de découvrir que leur enfant subit ce genre de choses qu'ils surréagissent. Et émotionnellement, c'est presque effrayant pour l'enfant de voir le parent trop bouleversé. Vous voyez, si vous voulez, il faut quand même comprendre que ces situations, c'est le pain quotidien des enfants. Les enfants à l'école voient tout le temps des camarades qui sont pris dans des situations un peu compliquées avec leurs camarades. Ils savent tous que ça peut leur arriver. En réalité, c'est un risque scolaire dont les enfants ont conscience, tous. Et lorsqu'ils en parlent aux parents, peut-être qu'ils aimeraient que les parents aient conscience de ça et puissent posément dire « Ah, ça t'arrive », comme après tout, on peut attraper la grippe. « Ah, c'est à toi que ça arrive. Bon, parlons-en, raconte-moi. Dis-moi bien ce qui se passe. On va bien comprendre ensemble ce qui se passe. On va bien réfléchir à ce qu'on fait ensemble. » Vous voyez, avec un peu la tête froide, de manière posée. Et or, très souvent, les familles réagissent avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'indignation et parfois avec des réflexes malheureux qui finalement découragent les enfants d'en parler et qui les amènent même à dire non, mais tout va bien maintenant, tout s'est arrêté, alors qu'en fait, non, ça ne s'arrange pas. Donc la surréaction émotionnelle des parents et puis la crainte de faire de la peine aux parents, de les bouleverser, de leur causer des soucis, de les déranger, de les décevoir. Oui, les enfants craignent ça. Je pense que si les parents peuvent admettre que c'est un risque, que si ça arrive à leur enfant, il faut s'en occuper, mais il faut garder la tête froide pour que l'enfant lui-même se sente solidement, vous voyez, rassuré par le parent, qu'il sente que voilà, tout ça, c'est pas quelque chose qui va faire perdre pied au parent lui-même, et que ça va pas changer l'image que le parent a de lui aussi. Vous comprenez? Quand un enfant est intimidé, ça ne veut pas dire qu'il a un problème. Qu'il est différent des autres. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bien que les autres. C'est pas vrai. C'est un enfant comme un autre. Ça peut arriver à n'importe quel enfant. C'est tombé sur lui, comme on attrape la grippe. Il faut s'en occuper. Il faut bien s'en occuper. Mais il faut garder sur son enfant toujours le même regard. C'est un enfant qui est comme les autres et qui doit se sentir valorisé et tranquillisé par la manière dont on le regarde et la manière dont on va ensuite l'accompagner pour qu'il sorte de cette situation.
c'est un enfant comme les autres, et la preuve en est que toutes les statistiques le montrent, il y a de l'ordre de 10% d'élèves qui en sont des victimes. Donc, ce n'est pas 10% d'élèves différents. Si on applique les 10% à la population française, ça fait 700 000 victimes par an. Ce sont les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Donc, c'est un phénomène, et c'est un phénomène massif. Le risque majeur à l'école, c'est bien le risque d'être victime de harcèlement. Aucun autre risque n'atteint ce taux de 10%. Mais, précision tout de même à l'égard de ce 10%, ne l'interprétons pas mal. On pourrait se dire, alors 10%, ça fait quoi? Ça fait 3 élèves par classe? Eh bien, pas du tout. Pas du tout. On a un travail absolument remarquable mené par un chercheur belge, Benoît Galland, qui a montré, sur une grosse enquête faite dans 3 pays, Belgique, France et Canada français, Benoît Galland a montré que le taux de harcèlement variait de façon très significative d'une classe à l'autre, en fonction de l'attitude adoptée par les enseignants. Et c'est pour ça que le travail que fait depuis 5 ans le lycée français de Singapour est absolument remarquable. C'est-à-dire que ces établissements qui ont très tôt pris en charge ce phénomène ont adopté et ont transmis à leurs collègues, ces équipes que nous avons créées, des façons de faire. Les classes dans lesquelles l'enseignant intervient immédiatement. Les classes dans lesquelles l'enseignant intervient immédiatement pour faire cesser les brimades. Les classes dans lesquelles l'enseignant est tout de suite une espèce de main secourante pour l'élève qui est en difficulté. Vous savez, souvenons-nous de nos années d'école. Le risque à l'école d'être tout à coup en situation d'être ridicule, situation gênante, ces risques sont quotidiens à l'école, puisque tout se fait devant le groupe. Donc, effectivement, un enfant peut très facilement en classe, parce qu'il va donner une mauvaise réponse au professeur, parce qu'il va avoir un geste un peu maladroit, que sais-je. Si l'enseignant est tout de suite là, pour le rassurer, pour arrêter les choses, et pour calmer la classe dès qu'elle commence à rire, on voit dans ces classes-là le taux de harcèlement chuter. Il y a des classes dans lesquelles le taux de harcèlement descend à 0. Il y en a d'autres dans les classes, évidemment, où on ne fait rien. Il y a des classes dans lesquelles le taux de harcèlement grimpe de façon très significative. Donc, je pense qu'il y a véritablement une prévention primaire du harcèlement qui consiste d'abord dans la façon dont les professionnels s'adressent aux élèves. Vous savez, on sait bien que les élèves imitent leurs professeurs. Le professeur respectueux à l'égard de ses élèves, eh bien, incite ses propres élèves à être eux-mêmes respectueux avec leurs camarades. C'est donc un risque très élevé, un risque très réel, mais attendez, il y a 10% d'élèves victimes d'intimidation. Et combien il y a de risques d'être intimidateur? Dans une classe dans laquelle il y a un bouc émissaire, dans la classe de rhinocéros, tous les élèves reprenaient le surnom. Tous. Il n'y en avait qu'une qui ne le reprenait pas, c'était la victime. Donc dans ces classes-là, le risque d'être harceleur, il est de 90% et quelques. 93, je ne sais plus, ça dépend du nombre d'élèves dans la classe, mais vous voyez, à l'école, le risque d'être intimidateur, il est énorme. Pourquoi reprend-on le surnom? Parce que tout le monde le répète. C'est important que le professeur arrête tout de suite en disant stop, surnom, j'en veux pas. La moquerie, tout le monde la reprend. Dans la classe où il y a quelqu'un dont tout le monde se moque, tout le monde se moque. Souvenons-nous de nos années d'école. Lorsque notre camarade était moqué, humilié, rabaissé, où étions-nous, nous? On était dans la classe en train de rire avec les rieurs, en train de nous moquer avec les moqueurs. L'intimidation, quand elle est présente dans une classe, c'est pour celui qui est présent dans la classe l'impossibilité d'avoir un alibi.
Où étais-tu? J'étais dans la classe. Les harceleurs, ce n'est pas une bande de méchants comme ça, absolus, qui persécuteraient leurs camarades. Ce sont nos enfants, ce sont nos élèves, et c'était peut-être nous-mêmes lorsque nous étions à l'école. Donc, voyez bien qu'on ne doit jamais perdre de vue, d'abord, le rôle du groupe. Pourquoi est-ce qu'un élève participe à une intimidation? Parce qu'il est méchant, parce qu'il est pervers, parce que c'est une brute? Ouais, non. Moi, j'ai tout le temps été frappé, et tous les professionnels qui ont utilisé cette méthode de la préoccupation partagée, qui permet de rencontrer un grand nombre d'élèves auteurs de brimades, j'ai tout le temps été frappé par le contraste, mais vraiment saisissant, existant entre la méchanceté parfois inouïe des faits et la personnalité, tout ce qu'il y a de plus ordinaire de ceux qui les ont perpétrés. Pourquoi est-ce qu'un élève participe à des brimades? Parce qu'il est incapable de s'affranchir du groupe. C'est très, très difficile de prendre ses distances vis-à-vis d'un groupe. Et puis, il y a sans doute un autre phénomène qu'on ne doit jamais perdre de vue. Oui, c'est cette dimension du contexte. On n'est pas victime, donc cible de brimade ou acteur de cette intimidation de manière absolue, mais en raison d'un contexte particulier. Le contexte scolaire est un contexte particulier. Il y a bien des occasions, Jean-Pierre en parlait, à l'école, où les brimades peuvent apparaître. Et ces occasions, par exemple, pensons à la cour de récréation. La cour de récréation qui existe dès les toutes petites classes et qui traverse... On pourrait presque dire que la vie d'un élève en cour de récréation, c'est une vie parallèle à tout ce qu'on connaît de cet élève en classe. Et il y a la récréation, c'est un rituel qui arrive 2-3 fois par jour. Et il y a un lien entre chaque récréation. Les histoires se prolongent d'une récréation à l'autre. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça se prolonge en plus sur les réseaux sociaux. Il y a comme ça toute une histoire qui se tisse. Et ça, quel adulte voit ce qui s'y passe? Est-ce que les adultes se rendent compte de ce qui se passe entre les élèves dans ces cours de récréation? Ce contexte, par exemple, de la cour de récréation, qui devient aujourd'hui effrayant avec les réseaux sociaux, où on a le contexte de la cour de récréation numérique, en quelque sorte. Ce contexte ne peut que favoriser une crainte généralisée de tous les élèves, parce que l'effet de groupe est là, le groupe est toujours là. Tous les élèves ont peur de cela. Et c'est ce contexte, en plus évidemment de certains contextes de classe où, comme disait Jean-Pierre, des professeurs eux-mêmes ne vont pas se montrer sécurisants ou respectueux. C'est ça qui va précipiter nos enfants dans ce piège qu'est le harcèlement scolaire, où ils vont tomber, ils vont être piégés là-dedans, soit comme victimes, soit comme auteurs et témoins des actes. Parce que celui qui est témoin et qui n'agit pas, il est complice. Donc ils sont tous, comme disait Jean-Pierre, il n'y a pas d'alibi, ils sont tous pris dans ce processus où tous maltraitent finalement l'élève cible. Et ce sont effectivement tous nos enfants qui sont concernés. Hein. Ne croyons pas que ce sont quelques enfants mal élevés qui sont les responsables. Le responsable, c'est l'effet de groupe. Et l'effet de groupe est toujours là et nos enfants sont pris dans le groupe. C'est pourquoi il n'y a pas de profil type. Oui, effectivement. Qu'il s'agisse des auteurs ou des victimes, tous les enfants peuvent être concernés. Et qu'est-ce qui fait le plus souffrir pour en venir à l'élève cible lui-même? Donc évidemment, ce qui inquiète le plus les parents, c'est notre enfant quand il souffre, évidemment. Même si on n'est pas ravi d'apprendre qu'il a été acteur de brimade, soyez sûr qu'il l'est, hein, de toute façon, ils le sont tous. Mais évidemment, quand il est en souffrance, il faut vraiment veiller à ne pas lui faire souffrir davantage. Parce que qu'est-ce qui le fait souffrir? Bien sûr, les brimades des élèves intimidateurs, le brimade de tous ses camarades le font souffrir, bien sûr. Mais selon tous les témoignages qu'on a, ce qui est extrêmement douloureux pour cet élève, ce sont aussi toutes les réactions de son entourage.
C'est ce que vont lui dire, c'est même des copains qui voudraient être sympas en le conseillant, des enseignants et parfois même les parents. Le premier réflexe qu'on a face à l'enfant qui souffre, c'est de lui donner un conseil. Oh, tu devrais leur dire ça pour qu'ils arrêtent. Oh, tu devrais pas faire attention à ce qu'ils disent. Oh, tu devrais être moins susceptible. Oh, voyez, ou tu devrais faire quelques efforts, changer d'amis, peut-être aller en voir d'autres. Et on a répertorié un certain nombre de remarques que ces élèves ne supportent plus d'entendre. Ces enfants ne supportent plus d'entendre. Il y en a quelques-unes, mais je suis sûre que, on sait que la liste est encore bien plus longue. On pourrait dérouler des listes, des pages et des pages. Toutes ces remarques, te laisse pas faire, fais comme si tu n'entendais pas, ignore-les, n'exagère pas, c'est pas si méchant. Essaye de te faire des amis, d'autres amis. Ne le prends pas si mal et tu devrais peut-être faire un petit effort pour t'intégrer toi aussi, voyez, et bien d'autres encore. Ces remarques plongent l'enfant cible dans une profonde solitude et dans un sentiment d'échec qui l'enferme complètement. Parce que tous ces conseils qu'on croit lui donner de manière intelligente, il ne peut pas les suivre. Si vous donnez un conseil à votre enfant, il ne pourra sans doute pas suivre votre conseil. Et donc, non seulement il se sentira en échec et malheureux par rapport aux brimades, mais il se sentira aussi en échec par rapport à votre conseil. Et ça lui donnera une grande culpabilité. Il ne faut pas donner de conseils. C'est la première chose, il faut les écouter, ne pas donner de conseils. Les conseils, c'est plus tard. C'est une fois qu'on aura bien compris, une fois qu'on aura bien discuté avec lui. Et le conseil doit répondre à une demande. Un conseil efficace, c'est celui qui répond à une demande de conseil. Hein. Donc, voilà, essayons d'éviter ce genre d'erreur déjà qui blesse terriblement, qui plonge dans la solitude ces enfants. Et globalement, je dirais que les deux grands écueils dans lesquels on tombe quand on veut aider ces enfants cibles de brimade, c'est soit de nier ou minimiser sa souffrance, en considérant que finalement, ce sera à lui de faire quelque chose pour que ça se passe mieux, et donc on va se précipiter pour lui donner des conseils, ou éventuellement même lui faire des reproches. Vous voyez, ça c'est tout ce piège dans lequel on tombe, et beaucoup de professionnels tombent dans ce piège, puisqu'il s'agit parfois de toutes petites brimades, on a l'impression que c'est rien. Sauf que pour l'enfant, c'est l'enfer. Voyez, donc, on a tendance à minimiser. Et le deuxième grand écueil, c'est de croire que cet enfant-là, il est spécial. Il est soit particulièrement fragile, soit particulièrement différent des autres. Vous voyez, c'est un profil. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à prendre sa place dans le groupe. Et donc, il va falloir l'envoyer sans doute en consultation, faire je ne sais quoi, mais en tout cas, ma foi, on a presque l'impression que c'est une fatalité. Vous voyez les problèmes qu'il va rencontrer, et ça, c'est insupportable. Aucun enfant ne mérite de vivre des situations de harcèlement, d'intimidation, quelles que soient ses caractéristiques propres, quel qu'il soit. Ça n'a rien à voir. Ça n'est pas parce qu'il est, par exemple, que sais-je, très grand ou très petit ou très ceci ou très cela. Ce n'est pas pour ça qu'il est harcelé. Ce n'est pas pour ça qu'il a été choisi comme cible. C'est tout simplement parce qu'il était au mauvais endroit, au mauvais moment. Et on doit le considérer comme un enfant, comme les autres, et s'occuper de cette situation de manière parfaitement classique, comme pour n'importe quel enfant. Il n'y a aucune raison pour que les autres enfants se moquent de lui. Aucune. Donc, on va faire stopper les moqueries, les brimades, l'isolement, tous ces actes inacceptables. Et puis, si c'est un enfant qui, par ailleurs, a un problème spécifique, bien sûr qu'on s'occupe de son problème, par ailleurs. Mais on ne va pas, voyez, tomber dans ce piège d'associer son problème spécifique au fait qu'il soit harcelé comme si c'était une fatalité. Ce n'est jamais une fatalité. Je crois que ce n'est jamais une fatalité. Il n'y a aucune raison pour qu'un enfant soit définitivement victime. C'est totalement faux. Hein. Et l'enfant doit sentir qu'on a cette conviction-là quand on l'accompagne, parce que là, il peut reprendre espoir. Vous voyez ? Donc, si on arrive à éviter ces deux écueils, on évite de faire du mal et de nuire à cet enfant. Pour compléter ce que vient de dire Marie, je peux vous raconter une anecdote assez récente.
que m'a communiqué un responsable on a en France un numéro de téléphone il y a un professionnel qui reçoit les plaintes des familles. Et il se trouve qu'un jour, ce professionnel reçoit le coup de fil d'une mère de famille dont l'enfant était victime de brimade et exposant son problème. Elle dit spontanément à ce professionnel: oui, mais vous comprenez, il est un peu efféminé. C'est-à-dire qu'elle avait d'entrée fait un lien entre les brimades que subissait son enfant et le fait que ce garçon était peut-être un peu efféminé. Mais je suis désolé, il y a des garçons qui sont efféminés qui sont harcelés, il y a des garçons qui sont efféminés qui ne sont pas harcelés, il y a même des garçons qui sont efféminés qui sont harceleurs. Donc je ne vois pas le rapport. Et ça veut dire que, en faisant cette association, qui est très facile à faire, c'est très spontané, finalement, cette dame prenait quelque part le point de vue des intimidateurs. Quand je dis mon enfant est harcelé parce que, je fais comme si je prenais le point de vue des intimidateurs. Parce que les intimidateurs, eux, sont convaincus que s'ils persécutent quelqu'un, c'est parce que toutes les bonnes raisons possibles. Arrêtons d'imaginer qu'un garçon ou une fille est harcelé parce qu'il est d'abord harcelé, comme l'a dit Marie tout à l'heure, parce qu'il est tombé au mauvais endroit, au mauvais moment. Et effectivement, c'est comme attraper la grippe. La priorité, c'est de soigner, c'est de traiter le problème. Alors justement, que faire? Eh bien, ce que nous avons mis en place, à la fois à Singapour et aussi dans beaucoup d'autres établissements, et ce que nous essayons de développer aujourd'hui maintenant à grand module, c'est un dispositif complet. Un dispositif complet de traitement des situations qu'on a appelé la méthode de la préoccupation partagée dans sa version francophone, le EFR signifie la version francophone, qui consiste donc, ainsi qu'on l'a fait maintenant il y a plus de 5 ans dans l'établissement de Singapour, à créer par établissement une équipe ressources, une équipe d'ailleurs qu'on n'appellera pas équipe anti-harcèlement ou équipe anti-intimidation. Moi, j'aime bien les équipes qui ont choisi le terme d'équipe bien-être. Au fond, ce que nous voulons faire, beaucoup plus que lutter contre le harcèlement, c'est faire en sorte que le bien-être des élèves soit à l'ordre du jour. Et au sein de cette équipe, eh bien, sont formés des professionnels qui seront à la fois aptes à prendre en charge les victimes, c'est-à-dire leur apporter toute cette écoute empathique et bienveillante, et puis prendre en charge les auteurs. Alors on va essayer d'exposer rapidement les deux facettes de la méthode de la préoccupation partagée. D'abord, la prise en charge des victimes. Et s'il y a une chose qui est très importante dans cette méthode, c'est la réactivité. C'est-à-dire, il ne faut pas perdre de temps. Il faut que dès que la situation est portée à la connaissance de l'équipe, et elle peut être portée à la connaissance parce que la famille a signalé, dans la classe de mon enfant, il se passe quelque chose, elle signale. Soit ce sont les professeurs de la classe qui ont observé quelque chose. Je faisais un exercice un jour et puis je me suis aperçu qu'il y avait un garçon ou une fille qui restait toujours tout seul. Soit ce sont parfois les élèves eux-mêmes qui signalent. Et quand ce sont les élèves eux-mêmes qui signalent, on a tout gagné. Ça veut dire que l'équipe fonctionne très bien. Mais dès que la situation est portée à la connaissance de l'équipe, on intervient tout de suite. On ne perd surtout pas de temps. Et évidemment, la priorité, c'est de recevoir en entretien individuel la victime. Oui, c'est la priorité parce que c'est à partir de la parole de la victime qu'on va réfléchir et qu'on va mettre en place tout ce qu'il faut pour l'aider. On prend très au sérieux dans cette démarche la victime. Et c'est ce dont ils ont besoin, ces enfants. Ils ont besoin qu'on les prenne au sérieux et qu'on leur assure un soutien solide, un soutien fiable. L'établissement scolaire, dans la méthode que nous portons, assure ce soutien indéfectible aux victimes et offre cette sécurité grâce à un accompagnement. Vous allez voir ensuite comment Jean-Pierre expliquera le travail avec les élèves auteurs, mais un accompagnement justement qui permet d'éviter les phénomènes de représailles. Et ça, c'est important pour les victimes de comprendre ça parce que du coup, elles oseront parler. Elles cesseront de se taire. Ensuite,
on va vraiment suivre ces victimes pendant tout le temps où on met en place le travail avec les élèves, en offrant vraiment cette écoute très empathique, où on prend très au sérieux la parole et où on va avoir un regard très valorisant en même temps sur l'élève victime, hein, pour éviter de s'apitoyer, de le regarder comme une pauvre petite chose. Vous savez, ces élèves-là ne sont pas de pauvres petites choses. Ces élèves-là sont des élèves extrêmement courageux. Ils vivent des choses très, très difficiles. Ils vivent des épreuves terribles au quotidien. Et pourtant, ils sont là, ils sont présents. Depuis des semaines, des mois, parfois depuis des années, ils subissent ce genre de choses. Et ils sont là tous les matins. Ce sont des élèves courageux. Et nous devons leur offrir un accompagnement qui leur redonne confiance en eux. Vous voyez, par un regard qui est un regard très empathique, avec la capacité à bien comprendre ce qu'ils vivent, sans aucun jugement sur leur personne, mais au contraire, avec un regard très positif sur ce qu'ils sont, sur le courage qui est le leur. Et cet accompagnement-là, c'est ce qui va renforcer leur confiance en eux, c'est ce qui va les aider à sortir de la peur parce qu'ils ne se sentiront plus seuls, et c'est ce qui va les aider aussi à remobiliser leurs ressources lorsque celles-ci ont été entamées, vous voyez, par toutes les épreuves qu'ils ont vécues. Parfois, ces élèves-là n'osent plus vraiment aller vers leurs camarades ou n'osent plus prendre la parole en classe, se surveillent tout le temps tellement ils ont peur d'être maladroits. Alors, le but, évidemment, c'est qu'ils retrouvent confiance en eux et qu'ils retrouvent de manière naturelle une relation aux autres qui est tout aussi juste que celle de n'importe quel autre élève. Hein. Vous savez, ils n'ont rien de moins que les autres. Hein. Donc, c'est vraiment, dans les grandes lignes, la prise en charge de ces élèves consiste vraiment pour l'établissement scolaire, vous voyez, à les rassurer profondément et à leur permettre de se sentir tout à fait à leur place dans l'établissement, tout à fait rassurés par rapport au regard que les adultes auront sur eux dans l'établissement scolaire. Et cet entretien qu'on va mener avec eux, là, j'entre un petit peu plus et ça peut vous intéresser en tant que parent, parce que finalement, comment est-ce qu'on parle à un enfant qui est victime de ces brimades? Comment est-ce qu'on mène ce genre d'entretien avec lui? Eh bien, il faut suivre certaines règles. Le premier principe qu'il faut suivre, et c'est valable aussi pour les parents, c'est de comprendre que l'enfant qui va nous confier ce qu'il vit, a besoin qu'on garantisse une forme de confidentialité. C'est-à-dire qu'on garantisse une forme de discrétion. Moi, j'ai eu des petits patients qui m'ont dit « Ah, si j'avais su, j'en aurais pas parlé à papa et maman parce que maintenant, toute la famille est au courant et même les voisins, et ils en parlent partout, même au travail. » Vous voyez, et pour l'enfant, ça, c'est très, très, très pénible. Il ne veut pas devenir le sujet dont tout le monde parle. Donc, la confidentialité, nous, on insiste beaucoup pour que les équipes formées fassent très attention et protègent vraiment l'enfant. Les autres élèves ne doivent pas savoir que l'enfant a parlé. Les autres élèves ne doivent pas savoir ce que l'enfant a dit. Voyez, donc, cette dimension de confidentialité, c'est extrêmement important. Ensuite, il faut se montrer attentif aux craintes que l'enfant peut exprimer. Ça veut dire lui poser la question peut-être. Qu'est-ce que tu craindrais qui se passe si on fait quelque chose? Qu'est-ce que tu voudrais pas que je fasse? Qu'est-ce que tu crains le plus? Et ça soulage l'enfant de pouvoir lui dire « Ah, mais si on en parle, j'ai très peur que même tel professeur réagisse comme ça ou tel camarade ou qu'il y ait les parents de tel autre camarade qui viennent me parler. » Enfin, vous voyez, bon. Il pourra dire ses craintes. C'est important d'en tenir compte. C'est important de les prendre très au sérieux. On prend très au sérieux tout ce qu'il nous dit. Et donc, on réfléchit à la meilleure manière de faire, à qui on va parler, à qui on va demander de l'aide. On peut répercuter les craintes de l'enfant auprès des personnels quand on est un parent en disant, vous savez, il m'en a parlé, ça a été difficile pour lui et il craint voilà, qu'il se passe ça, ça ou ça. Vous voyez, c'est important aussi pour les professionnels à l'école de le savoir. Et bien entendu, ça, il faut vraiment arriver à ne jamais juger l'enfant, même si on se rend compte que lui-même, il a été maladroit. Et c'est normal d'être maladroit quand on est pris dans ces situations-là. Les enfants, souvent, ont essayé toutes sortes de choses pour s'en sortir. Et ils ont essayé toutes sortes de choses maladroites. S'ils nous disent « Ah ben oui, c'est vrai que je ne savais plus quoi faire, alors un jour, je les ai tous insultés. » Bon,
Oui, je comprends. C'est difficile. Évidemment, ça n'aide pas d'avoir fait ça. Mais je comprends. À ta place, j'aurais sans doute pas fait mieux que toi. Vous voyez, c'est qu'il sente qu'on ne se mette pas au-dessus de lui avec une sorte de jugement. Euh, qui sommes-nous pour le juger, hein? Si on était dans cette situation-là, que ferions-nous? Et de même, les conseils, vous voyez, j'avais déjà dit, pas de conseils. À ce stade, au début d'un accompagnement, les conseils qu'on donne à l'enfant sont pris comme des reproches, sont pris comme des critiques. Réfléchissez, hein, si vous-même, vous êtes en souffrance et vous vous confiez tout à coup à un ami, à votre mari, à votre femme, oh là là, c'est terrible, il m'arrive quelque chose de vraiment compliqué, là, avec un élève, avec un collègue, avec... Et tout de suite, la personne vous dit, ah mais tu sais, tu devrais faire ça, ça et ça. Je ne suis pas du tout sûre que vous vous sentiez bien. Non, non. Vous avez d'abord, sans doute que ce sera des conseils pas forcément très appropriés parce qu'on n'a pas encore tout compris. Et puis parce qu'on a d'abord besoin que la personne nous dise, ah oui, je vois, c'est vraiment difficile. Tu es drôlement courageuse, tu es drôlement forte d'arriver à tenir avec tout ça. Je suis avec toi. On va réfléchir ensemble. Explique-moi plus. Vous voyez, et c'est tellement important de sentir d'abord tout ce temps et ensuite peut-être est-ce que tu veux, j'ai peut-être une petite idée, on peut toujours proposer un conseil mais toujours avec tellement de précautions. Tout ça, si vous voulez, toute cette manière de faire, ça crée une alliance, une relation d'alliance, c'est-à-dire qu'on devient un allié pour l'enfant. Il n'est plus seul, il sait qu'il peut compter sur vous. C'est ça l'alliance, c'est on a quelqu'un sur qui on peut compter. On peut lui tout lui dire, on peut lui faire confiance. Il n'y a rien à craindre. Cette personne ne va pas nous nuire. Cette personne est avec nous. Elle est là pour nous aider, pour nous accompagner. C'est quelqu'un de fiable. Voilà, ça c'est vraiment ce qu'on essaye de transmettre, vous voyez, dans les équipes qu'on forme. Et je pense que si c'est vraiment bien pratiqué, permettra aux enfants, aux élèves d'aller chercher de l'aide sans crainte et donc de ne plus jamais se retrouver dans cette détresse, dans cette solitude qui est trop souvent celle des victimes. Alors, on a vu comment est-ce qu'on s'y prenait avec la victime. Essayons maintenant d'examiner comment on va travailler avec les élèves qui ont participé au brimade. Alors, la méthode de la préoccupation partagée est une méthode qui est non blâmante, et je voudrais faire ici un point, faire une précision sur cette question-là. Le dispositif est non blâmant, mais pas de manière absolue. Je veux dire que si nous avons écarté a priori, je veux dire en commençant, la sanction, ce n'est pas parce que nous aurions quelque chose contre les sanctions, ce n'est pas parce que nous aurions une détestation de la punition, ce n'est pas parce que nous considérions qu'elle serait nécessairement une impasse, pas du tout. Lorsqu'il s'agit de punir, personnellement, moi je n'ai pas la main qui tremble. Simplement, ce qu'on a pu observer, et on l'a dit, c'est que la sanction, elle a très souvent pour effet de renforcer les représailles, de créer des représailles. Le harcèlement est un phénomène de groupe, la sanction par nature est individuelle. Qui va-t-on punir? Et d'ailleurs, si on punit quelqu'un, nécessairement, il vous répondra, mais pourquoi moi? On a tous répété le surnom, on a tous mis à l'écart, et c'est moi qu'on punit. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une difficulté liée à la sanction. Mais deuxièmement, si on écarte temporairement la question de la sanction, c'est aussi pour permettre aux élèves de sortir de l'intimidation, j'allais dire la tête haute. Vous voyez, c'est-à-dire de faire en sorte que les intimidateurs trouvent une solution par eux-mêmes. Anatole Picasse, qui a été le créateur de cette méthode que nous avons un peu librement adaptée, Anatole Picasse, qui d'ailleurs vient de décéder en novembre dernier, Anatole Picasse insistait beaucoup sur la dimension, j'allais dire, diplomatique de la méthode. Si quelqu'un sort d'un conflit, et l'histoire nous l'a montré maintes fois, si quelqu'un sort d'un conflit rabaissé, humilié, c'est porteur pour demain d'autres dangers. Si quelqu'un sort au contraire par le haut, grandit, eh bien, la solution est beaucoup plus durable. Donc, les personnels engagés dans la méthode de la préoccupation partagée n'ont pas le pouvoir de sanction. Celle-ci est de la responsabilité du chef d'établissement. Et la sanction est plus mise en suspens que strictement écartée. Si ça ne marche pas, si les élèves ne veulent pas jouer le jeu du dispositif que je vais vous présenter, eh bien, on en reviendra aux sanctions et sans aucune difficulté.
La prise en charge des intimidateurs suppose d'abord une rapidité d'intervention, je l'ai dit. Mettons qu'une situation est portée à notre connaissance demain, cet après-midi. Eh bien, la victime sera rencontrée très vite et au cours de cet entretien dont Marie a parlé, eh bien, naturellement, on lui posera la question, mais dis-nous, qui est-ce qui t'ennuie? Dis-nous, qui est-ce qui te crée des soucis? Et elle va nous donner le nom de 3, 4, 5, que sais-je, élèves ayant participé au primaire. Eh bien, on va les rencontrer très vite. Dès demain matin, il y a un collègue qui va rencontrer l'un des élèves et un autre membre de l'équipe ressources dans le même temps rencontrera un autre. Et puis cet après-midi, demain après-midi, il y aura 2 autres professionnels qui rencontreront encore 2 autres élèves. On va les rencontrer très vite. Ça va jouer sur les élèves intimidateurs une espèce de rôle d'effet de surprise, presque de sidération. Oula, pour eux, c'est rien. Pour eux, ce sont des toutes petites choses. Et pour ces toutes petites choses, il y a les professeurs qui les reçoivent. Les entretiens sont très brefs. Autant l'entretien avec la victime doit prendre son temps, doit être vraiment le temps qui est nécessaire. Les entretiens avec les intimidateurs sont très brefs, 2-3 minutes, et centrés sur 2 choses essentielles. Le professionnel va dire qu'il est inquiet pour tel élève. Il ne va pas bien. L'accueil est courtois, pas du tout blâmant, mais ferme en même temps. C'est un mélange de courtoisie et de fermeté. Je suis inquiet pour tel élève. Tu connais, il est dans ta classe. Il ne va vraiment pas bien. Qu'est-ce que tu peux m'en dire? Rien de plus. Et sitôt que l'élève a reconnu que l'autre n'allait pas bien, je vais dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça marche mieux pour lui ou pour elle? Donc, voyez, c'est cette méthode-là qui après nécessiterait plus d'explications, mais voilà à peu près la logique de cette méthode. Des entretiens brefs, répétés, sur une période de 2 semaines. Première semaine, on rencontrera les intimidateurs, on les reverra la seconde semaine. Nous avons, et je vais d'ailleurs vous donner une autre évaluation puisque nous en avons réalisé une autre tout récemment. Nous avons testé cette méthode dans l'académie de Versailles. C'est là où nous l'avons mis en œuvre il y a plus longtemps, puisque c'est à partir de 2013-2014 que j'avais commencé à créer des équipes dans l'académie de Versailles. Eh bien, à Versailles, nous sommes arrivés à un taux de résolution des situations de 82%. Et une situation résolue, c'est une situation où la victime nous dit très clairement « ça va bien, c'est fini ». Et on a même un dispositif d'évaluation auprès des victimes qui nous permet de savoir si vraiment ça va bien. Une situation résolue, c'est une situation pour qui c'est la victime qui dit c'est fini ou c'est pas fini. Eh bien, sur 719 situations traitées, nous étions à 590 résolus. Nous venons de faire la même évaluation dans une autre académie, c'est l'académie de Montpellier, dans le sud de la France. Eh bien, nous avons, résultat tombé hier, nous avons un taux de satisfaction de 86% de situation résolue. Donc, vous voyez que ça n'est pas du tout indifférent. Voilà le dispositif qui est à l'œuvre et que nous développons donc à Singapour. Et j'ai cru comprendre lors de la dernière fois que j'ai vu les professionnels de Singapour que les situations que le taux de résolution était également extrêmement élevé. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, ce sont ces situations dans lesquelles ça ne marche pas. Et c'est vraiment celle-là qu'il faut que nous examinions ensemble. Voilà la présentation du dispositif. J'imagine qu'il y aura des questions. J'imagine que vous allez me dire que nous n'avons pas beaucoup parlé du cyber
du cyberharcèlement, mais peut-être pourrons-nous en parler en répondant à vos questions. Peut-être pouvons-nous prendre une première série de questions, voulez-vous? Oui, pas de souci. Alors, je vais prendre la première qui a été posée sur le chat. Je reviens en arrière. Alors, pouvez-vous donner plus de détails sur la réindividualisation des intimidateurs? Quelles mesures concrètes peut prendre cette réindividualisation? Oui, tout à fait. L'objectif est tout le temps de faire en sorte que l'élève trouve une solution. Le harcèlement est un phénomène de groupe. S'il se moque, c'est parce que tout le monde se moque. S'il donne le surnom, c'est parce que chacun donne un surnom. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça se passe mieux pour lui ou pour elle? Chez les petits, ça marche à toute vitesse. Et les réponses qui sont faites, les suggestions qui sont faites sont d'une fraîcheur réjouissante. Je vais lui faire un dessin, je vais l'aider à faire ses devoirs, etc. C'est merveilleux. Vous voyez, chez les plus grands, on va en parler entre nous. On va arrêter le surnom, etc., etc. Vous voyez, il s'agit bien à chaque fois de faire en sorte que l'élève qui a pris part à ces brimades trouve par lui-même une solution. C'est en quelque sorte une espèce de façon de trouver une réparation. Voyez. On sait bien que les victimes sont toujours dans l'attente de deux choses. Il y a toujours deux choses qui manquent aux victimes. La reconnaissance de l'institution. Oui, vous avez été floué, vous avez été brimé, vous avez été... il y a quelque chose qui vous a été enlevé. Et ça, on peut le faire, justement par la rencontre avec la victime. Et deuxièmement, la deuxième chose que veulent toujours les victimes, c'est la réparation. Et ça, c'est vrai dans tous les cas. Sauf qu'évidemment, en matière de justice pénale, la réparation n'est pas toujours facile à trouver. À l'école, ces élèves qui ont participé aux brimades jouent quelque part un rôle réparateur. Je vais faire un geste en direction de cet élève. Voilà dans quel sens nous brisons l'effet de groupe et réindividualisons chacun. Merci. Alors, ensuite, oui, il y a une question qui est plus pour nous, pour l'AIFS. Je sais pas si je la pose maintenant ou vous voulez finir votre présentation en même temps. On reste sur des questions qui vous sont directement posées. Peut-être 10% d'élèves en France concernés par le harcèlement. Qu'en est-il dans les autres pays, notamment anglophones? C'est une constante. Le 10%, vous le retrouvez. La première enquête réalisée sur le sujet de 1982 ou 83, c'est Dan Olveus en Norvège qui la réalise. Première enquête, 10%. Toutes les enquêtes qui ont été menées dans tous les pays, quels qu'ils soient, on retrouve cette constante du 10%. On a un peu l'impression qu'il y a une espèce de taux incompressible là. Alors, quelles mesures concrètes l'école peut-elle mettre en place pour assurer et sécuriser les victimes? Eh bien, c'est la mise en place d'une équipe formée, comme celle qu'on forme, comme on a formé dans l'établissement de Singapour. Ces équipes qui sont capables de sécuriser la victime de deux manières. Déjà, en la recevant sur le modèle que j'ai décrit tout à l'heure dans ces grandes lignes. Donc, recevant cette victime pour qu'elle sente que l'établissement est en soutien, l'établissement la prend au sérieux, qu'elle a quelqu'un dans l'établissement qui est là pour elle et qui est toujours capable de l'entendre avec toute cette bienveillance dont elle a besoin. Et puis, elle est sécurisée aussi par le fait qu'une autre partie de l'équipe va être capable de mettre fin aux brimades. Et que ce n'est pas une fatalité. Les brimades qu'elle subit ne sont pas une fatalité et que l'établissement a cette capacité à les faire stopper. Ça apporte un sacré sentiment de sécurité aux victimes et à tous les élèves en général d'ailleurs. C'est absolument fondamental. Donc la création de ces équipes capables d'intervenir rapidement, ce sont des protocoles de 15 jours. C'est en 15 jours qu'on règle ces situations.
C'est efficace, c'est rapide. Ça crée un grand sentiment de sécurité pour les élèves. Merci. Vous avez du coup répondu à une deuxième question qui disait à partir de quand et sous quelles conditions l'établissement doit reconnaître l'échec de la méthode pour mettre en place ces sanctions afin de mieux les protéger des victimes. Oui, c'est ce que je disais. Donc, j'ai répondu, puis vous m'avez dit que c'était… J'ai pas répondu à tout le monde, mais oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout de 15 jours, si on se rend compte que les brimades n'ont pas cessé, on peut passer à d'autres méthodes. Très souvent, il y aura des sanctions, ou alors, oui, en tout cas, on va réfléchir. Et de toute façon, s'il y a des actes qui tombent sous la sanction sera posée. Ça, c'est évident. Précisons tout de même que la sanction, qui peut s'avérer nécessaire, la sanction doit être impérativement complétée par autre chose. Je veux dire que sanctionner sans protéger la victime, c'est un peu irresponsable. Vous voyez, la sanction doit toujours être accompagnée d'autre chose. On a eu de ce point de vue des situations terribles dans lesquelles les sanctions ont eu des effets parfois extrêmement douloureux. Absolument. En fait, lorsqu'il y a sanction, l'accompagnement de l'élève victime doit être renforcé pour vérifier comment les choses se passent pour lui et pour mettre en place éventuellement des entretiens de type ce qu'on vous a décrit, méthode de préoccupation partagée, avec des élèves qui ne tombent pas sous le coup de la sanction, mais qui vont participer à l'ambiance de groupe autour de cet élève victime, vous voyez, pour qu'au moins on s'assure qu'il y ait des élèves bienveillants à son égard. Alors, je vais vous laisser vous reposer 2 minutes. Je vais poser la question à M. Binan. Est-ce que l'AIFS sensibilise les élèves au harcèlement scolaire et au cyberharcèlement lors de son passage dans les classes de l'équipe formée à cet effet? Si oui, quelle classe? Primaire, collège, lycée? Bien, merci. Bien sûr, oui, que nous sensibilisons donc régulièrement, en tout cas surtout au début de l'année, et sur tous les niveaux, sur les niveaux du primaire, sur les niveaux donc, du secondaire, du collège et donc du lycée jusqu'en terminale. Donc, notre cellule et donc l'action qu'elle mène donc, est connue de tous. Et en plus, donc, nous formons de plus en plus de collègues donc, à pouvoir participer et intervenir aussi dans le cadre de cette cellule. Et donc, ils sont aussi, eux, d'autant plus des vecteurs de communication de l'action qui est menée. Donc ça, c'est très important et on le fait surtout aussi au début de l'année, à la rentrée, lorsque les professeurs principaux donc, rencontrent leur classe, déjà pour sensibiliser donc, les élèves à cette question et leur dire surtout de parler, de ne rien garder pour eux et de s'exprimer donc, auprès de tout adulte référent dans l'établissement, leurs professeurs, mais aussi nos services de la vie scolaire, psychologues et la cellule anti-intimidation. Nous faisons aussi, nous avons une campagne d'affichage qui mérite d'être développée, ça c'est clair, mais depuis que je suis là, donc déjà depuis quelques semaines, j'ai pu voir donc, en circulant de plus en plus régulièrement dans les couloirs de mon établissement qu'il y a donc une campagne donc, d'affichage sur cette cellule. Et puis, donc, nous avons aussi, nous réalisons avec nos élèves, notamment avec nos petits, des messages audio que nous diffusons par le biais de notre système audio donc, dans l'établissement une fois par mois. Si certains parents étaient là, parce que j'étais en réunion avec certains parents donc, la semaine dernière, au moment où nous avons pu entendre des messages donc, vidéo enregistrés en français, en anglais, par nos plus petits, justement pour sensibiliser l'ensemble de la communauté de nos élèves donc à cette question d'intimidation et au fait de ne surtout rien laisser passer. Voilà. Merci. Alors, on va continuer sur les questions. Pourriez-vous donner plus de précision quant à vos évaluations dans les académies de Versailles et Montpellier, taux, école primaire versus collège? À Versailles, même taux de résolution dans les collèges et dans les lycées, avec sans doute dans les écoles et dans les collèges, et sans doute avec une réactivité beaucoup plus grande dans les petites classes. Ça, c'est très clair. Disons que le taux reste le même, l'efficacité de la méthode est plus rapide chez les petits qu'elle ne l'est chez les plus grands. Et même mais là, c'est dans une autre académie, c'est à Rennes, on a même une expérience qui a été menée avec les classes de maternelle.
Et où le taux de résolution, là, il est de 100%. Oui, là, ça marche très bien. À Montpellier, pour l'instant, j'ai trouvé que l'activité des collèges était beaucoup plus importante que l'activité des écoles, mais là, je pense que c'est lié à des problèmes, ponctuels. Mais certaines enquêtes qui avaient été réalisées au Royaume-Uni au cours des années 2000, dans le modèle qu'avait développé Anatole Pikas, avait donné des résultats qui étaient à peu près équivalents. On est bien dans l'ordre de 8 cas sur 10 qu'on arrive à résoudre. Et voilà. Merci. La méthode présente l'approche pour les victimes et les harceleurs. Pourriez-vous clarifier le rôle des parents? Dans quelle mesure vont-ils être informés ou impliqués par l'établissement? Alors, il y a deux façons de voir les choses. Il y a les parents de la victime et puis il y a les parents des intimidateurs. Peut-être que, Marie, vous allez répondre sur les parents de la victime, et moi je reviendrai sur les parents des intimidateurs. Oui, d'accord. Les parents de la victime doivent, comment dire, lorsqu'ils ont découvert que leur enfant subit des brimades et souffre, doivent absolument aller venir chercher de l'aide dans l'établissement scolaire. La grande difficulté pour les parents, que nous sommes tous lorsque notre enfant est pris comme victime, c'est qu'on ne sait pas quoi faire. On a très peu de moyens d'agir parce que ces choses-là, on n'a pas, nous, de pouvoir sur ce groupe. Et ce n'est pas notre rôle, sans doute. Par contre, l'institution scolaire a vraiment un rôle à jouer. Et donc, il faut pouvoir se tourner vers l'institution scolaire. Vous avez de la chance, vous avez un établissement qui est formé. Là, vous serez écouté, vous serez compris et vous serez informé de la manière dont la situation de votre enfant est prise en charge, est suivie et ce qu'on obtient comme résultat. Votre rôle, bien sûr, c'est d'établir aussi avec votre enfant une relation d'alliance, bien l'encourager à vous parler, lui donner ce sentiment de sécurité selon un peu les règles que j'ai expliquées pour que vous puissiez savoir le plus de choses possible, qu'il ne soit pas tout seul et que vous puissiez tenir au courant l'établissement de l'évolution de votre enfant, parce que l'établissement va faire tout ce qu'il peut pour que ça s'améliore. Mais ce qui est très bien, c'est quand les parents peuvent dire oui, c'est vrai, ça va mieux, il est plus tranquille, il dort mieux, il a moins peur le matin d'aller en classe, voyez, et qu'on a cette confirmation côté famille de tout le travail que l'équipe va faire sur place. Et là, on est très efficace. Quand on peut travailler comme ça ensemble, la main dans la main, école et famille, pour suivre un enfant, pour partager notre regard, parce qu'on n'est pas de trop. Et dans certaines situations très graves, comme des situations de cyberharcèlement, on n'a pas parlé du sexting, mais situations de sexting, des situations où il y a un grand danger pour la victime, on a vraiment besoin que les parents et l'établissement communiquent et chacun fait son travail de vigilance, d'observation pour vérifier que ça va. Vous voyez, qu'on n'a pas un enfant qui est désespéré. Voyez, donc le lien entre l'école et l'établissement est absolument fondamental et c'est formidable d'avoir un établissement qui a une équipe. Parce que là, ça va pouvoir permettre aux parents de justement se reposer sur l'établissement et avoir cette belle coopération, vous voyez, dans l'accompagnement de l'enfant. Les parents ne peuvent pas tout seuls, c'est très dur tout seul d'aider son enfant. Il faut vraiment le levier de l'établissement scolaire. Alors, sur les parents des élèves qui ont pris part aux brimades, eh bien, on ne les alerte pas. Très clairement, on ne les alerte pas. D'abord parce qu'on s'efforce toujours de prendre les choses au commencement, et donc il n'est pas nécessaire de les alerter. On ne les alertera que si la méthode ne marche pas et qu'on sera amené à prononcer des sanctions, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent. Si on les alertait, quelles pourraient être les conséquences? Vous avez bien compris que la méthode consiste à prendre tous les élèves en qualité de témoins. On est inquiet pour tel élève, il ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? D'ailleurs, on conseille aux équipes, et je l'ai fait encore récemment quand j'ai revu les équipes de Singapour, on conseille aux équipes de rencontrer parfois même 2 ou 3 élèves de plus qui n'ont eux-mêmes pas pris part aux brimades, qui, pareil, pourront nous trouver des suggestions. Donc, vraiment, si les parents étaient alertés, qu'est-ce qu'ils auraient tendance à faire? Spontanément, on peut penser que dans la majorité des cas, ils auraient tendance à réprimander leur enfant. Ils disent, voyons, qu'est-ce que tu as fait? Tu te rends compte? Etc. Ce qui ne serait pas les meilleures conditions pour le règlement
de la situation. Et dans quelques cas, on peut même penser que parfois les parents voudraient défendre leur enfant. Donc non, effectivement, les parents des intimidateurs, j'allais dire, on ne va pas les chercher. Et ayons bien en tête que cette méthode va être l'occasion d'apaiser les climats de classe. Et il est donc tout à fait naturel, ne soyez pas surpris si l'un de vos enfants vous dit, tiens, aujourd'hui j'ai été rencontré par un professeur de l'école que je ne connaissais pas et que je ne connaissais pas bien et qui m'a, en 2 ou 3 minutes, m'a dit qu'il était inquiet pour tel élève. C'est tout simplement notre façon d'apaiser les climats de classe. Ça ne veut pas dire que votre enfant est un dangereux harceleur qu'il faut immédiatement sanctionner. Ce n'est pas ça du tout. Merci. Quels sont les facteurs de succès pour la méthode? À partir de quel âge? Que faire si les harceleurs ne font pas preuve d'empathie? À partir de quel âge? Je crois avoir répondu. On peut commencer très tôt et on l'a développé après jusque avec des jeunes adultes, puisqu'on l'a utilisé dans des classes préparatoires aux écoles. Donc, ça marche des petits jusqu'au plus grands. J'ai presque envie de dire, ça marcherait presque avec des adultes. C'est même à Singapour, si je me souviens bien, il y a 5 ans, qu'un parent qui était responsable des ressources humaines dans une entreprise m'avait dit, vous savez ce que vous êtes en train de faire? On fait la même chose quand on a un problème dans une entreprise, dans un bureau, dans un atelier, si on braque les gens en leur disant, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ils vont tous nous tomber dessus, ils vont se coaliser. En revanche, si on les associe au règlement du problème, on a beaucoup plus de chances que ça soit efficace. Donc, je pense que la méthode, elle est là peut être utilisée dans toutes les circonstances. En parlant, j'ai oublié l'autre partie de la question, c'était sur c'était sur l'empathie. Oui. Que faire si les harceleurs ne font pas preuve d'empathie? Oui, tout à fait. Ce qui m'ennuierait, c'est qu'il y ait 5 élèves. On m'a signalé 5 élèves intimidateurs, on les rencontre, on s'aperçoit que tous les 5, rien, pas d'empathie, silence absolu, silence total. Là, j'aurais tendance à me dire, attention, danger, il y a quelque chose de plus grave. Parce que unanimement, ils se fédèrent pour vous dire, pour vous empêcher d'avancer. Là, ça m'inquiéterait. Qu'il y en ait un qui soit moins porté à l'empathie que les autres, moi, ça ne me pose pas vraiment de problème, dans la mesure où les autres vont agir. C'est un jeu de domino, c'est un mimétisme. Il se moque parce que tout le monde se moque. Donc, quand il y en a un qui commence à se moquer, tous les autres se moquent. Quand il y en a un qui commence à trouver une solution au problème, on dit, tiens, on pourrait peut-être arrêter, on pourrait peut-être faire ceci. Les autres vont continuer à suivre. Donc, qu'il y en ait toujours un ou deux qui soient moins portés à l'empathie que les autres, ce n'est pas très grave. Ce qui serait très inquiétant, c'est qu'ils le soient tous. D'ailleurs, si c'est ça, je conseille toujours aux équipes d'arrêter la méthode et d'enquêter un petit peu plus, parce que très souvent, dans ces cas-là, on s'est aperçu que ça dissimulait des choses plus graves, qui nécessitent un traitement plus complet. Alors, quels sont les facteurs de succès pour la méthode? À partir de quel âge? Non, pardon, on l'a déjà dit celle-là. Combien de fois les victimes doivent-elles rencontrer les équipes de professionnels? Alors, j'ai répondu, mais je vais... pardon. Non, il n'y a pas de mal. On les reçoit. La règle, c'est qu'on les reçoit aussi souvent qu'elles en ont besoin. Les victimes doivent pouvoir être reçues aussi souvent qu'elle en a besoin, qu'elle en exprime le besoin. Donc, elle doit toujours avoir la possibilité de rencontrer un professionnel en dehors même des rendez-vous qui sont prévus. Il faut créer vraiment cette possibilité que la porte est ouverte pour elle. Voilà, ça c'est une chose. Maintenant, de façon assez classique, on la reçoit au début du protocole, puisqu'on veut bien comprendre ce qui se passe pour elle. Ensuite, on va mettre en place la première série d'entretiens avec les élèves intimidateurs. On va recevoir de nouveau les victimes pour voir un peu quels sont les premiers effets de cette première série d'entretiens. On va faire ensuite la deuxième série d'entretiens avec les élèves intimidateurs. Et là, on va revoir encore l'élève victime. Cette fois, ça va donc faire un délai à peu près de 15 jours pour faire un bilan avec cet élève. On va dire alors maintenant où ça en est des brimades. Est-ce qu'elles ont cessé? Est-ce que ça va mieux? On fait ce bilan. Et là, c'est aussi ce qui nous permet de décider si la situation était réglée ou pas. Ensuite, à l'issue de ce protocole de 15 jours, on va
même si on est très content et que la victime va mieux et que tout va mieux, on va quand même la suivre. On va garder un contact, on va la revoir de façon plus espacée, mais on va toujours garder un œil sur cet élève-là jusqu'à la fin de son parcours dans l'établissement scolaire pour s'assurer qu'il n'y a pas quelque chose qui recommence. Parce que ça existe, les récidives, les représailles, pas les représailles, les rechutes en quelque sorte existent, on le sait. Donc, si on peut tout de suite réagir quand ça reprend, on est sûr de pouvoir le stopper vite. Et vous savez, des fois, les élèves veulent vérifier si on est très cohérent, ils vont recommencer, ils pensent qu'on a oublié. Ils nous testent aussi. Donc, ça peut reprendre. S'ils voient qu'on réagit tout de suite, parce que la victime nous aura informé tout de suite, alors ça va les convaincre que ce n'est pas possible. Donc, effectivement, vraiment, l'élève victime, on reste en contact avec, je dirais, jusqu'à la fin de la scolarité dans l'établissement. Évidemment, de façon, si tout va bien, de façon un peu plus espacée, mais quand même, on fera toujours très attention. Quelles sont les marges de manœuvre et responsabilités de l'établissement quand l'intimidation se déroule en dehors de la classe ou de la récréation, du scolaire par exemple, avec des enfants d'âge et de classes différents? C'est en effet une vraie difficulté. C'est le cas des bus scolaires et j'ai eu l'occasion il y a 2 ans avec Bertrand Gardette de réaliser une enquête dans une région, dans 4 départements d'une région française. On s'est aperçu que le taux de harcèlement dans les bus était exactement le même qu'à l'école. Mais on s'est aperçu aussi que c'était les mêmes élèves. C'est-à-dire que les victimes sont victimes à l'école et ça continue le soir dans le bus. Des mêmes auteurs. Même victimes, mêmes auteurs. Donc évidemment, ce qu'il faut faire, et je pense à la Suisse a vraiment, enfin, le canton de Vaud avait mis en œuvre une politique intéressante de ce point de vue, c'est-à-dire vraiment il faut qu'il y ait une liaison. Il faudrait, dans l'idéal, dans un système parfait, il faudrait vraiment qu'il y ait une liaison entre le bus et l'école, et que sitôt que à Lausanne, les chauffeurs de bus sont sensibilisés à la question de l'intimidation. Évidemment, leur but, c'est de regarder la route, hein, c'est pas de regarder ce qui se passe derrière eux. Mais s'ils sentent qu'il y a quelque chose qui se passe derrière eux, ils le signalent très vite à l'école et l'école traite. Donc là, de ce point de vue, on a des marges de manœuvre. Notre grosse difficulté, évidemment, c'est le cyberharcèlement. C'est tout ce qui va continuer sur les réseaux sociaux ou sur les groupes divers. On sait qu'il existe par classe des fois des groupes WhatsApp ou autres, dans lesquels, qui parfois dans des classes très jeunes, dans lesquels évidemment aucun adulte ne participe. Ce sont des espèces de cours de récréation numérique qui n'auraient aucune surveillance. Donc il est bien évident que dans ces espaces-là, vraiment, conseillons à nos enfants de dire sitôt que tu observes une situation dans ces groupes ou sur les réseaux sociaux, sitôt que tu observes une série d'injures à l'égard d'un camarade, sitôt que tu observes une photographie malveillante, déplaisante, gênante, etc., qui circule, alerte immédiatement un adulte. Alerte tes parents, alerte les adultes de l'établissement, alerte la cellule bien-être de l'établissement. Il faut vraiment, autant je suis confiant moi, sur la lutte du harcèlement, j'allais dire en face à face, beaucoup progressé depuis quelques années, autant sur le cyberharcèlement, je reste très inquiet parce que les mécaniques qui sont en œuvre sont extrêmement dangereuses, mais on ne peut y arriver que justement parce qu'on aura ces signaux. Si on a ces signalements, on peut d'abord sécuriser la victime, ça c'est la priorité. Je pense en particulier à ces situations dans lesquelles on garde ce qu'on appelle le flaming. Il n'y a pas de terme français pour traduire, à ma connaissance, mais où tout à coup, le soir sur les réseaux sociaux, ça se passe en général la nuit, un garçon ou une fille va se trouver littéralement insulté de tous les côtés, recevoir, parce qu'il a dit je ne sais quoi, il va recevoir tout à coup une bordée d'insultes. Il faut que nous soyons alertés. Les victimes ne vont pas aller en parler spontanément à leurs parents. C'est les parents qui se l'écouter. Il y a un enfant qui vient vous dire ça, qu'est-ce que vous allez lui répondre vous, en tant que parent? Vous allez lui dire, mais écoute, à 2h du matin, tu devrais être en train de dormir et pas en train de regarder ton téléphone, ce qui est une remarque tout à fait juste, un bon sens. Sauf que la victime, c'est pas de ça dont elle a besoin. Si on sait qu'il y a dans l'école cette équipe bien-être, on pourra la sécuriser, on pourra
l'apaiser sans lui sans lui faire de reproches. Même si par ailleurs, il faut quand même mieux lui expliquer qu'à 2 heures du matin, il vaut mieux dormir plutôt qu'être sur son téléphone. Mais, vous voyez, le cyberharcèlement est très sournois. Il est absolument indispensable que les élèves et les parents aident les équipes à voir ce qui se passe. Alertons, alertons, alertons. Faisons des captures d'écran de façon à ce que très vite les équipes soient informées. De cette manière-là, on peut traiter le cyberharcèlement comme le harcèlement en face à face. Ah, il n'y a pas votre son. Oui, j'étais toujours en mute. Alors, il y avait une question sur l'isolation. Considérez-vous qu'un élève seul et isolé tout au long de l'année est assimilable à du harcèlement passif? Il me semble que s'il est isolé tout au long de l'année, il faut vraiment s'en inquiéter, oui. Après, il y a une question d'âge. Chez les petits, une forme de solitude est parfois choisie, hein. On veut parfois trop qu'ils soient toujours tous ensemble, hein. Il faudrait peut-être leur offrir la possibilité d'être un peu tout seul à l'école, un peu tranquille, sans que ce soit bizarre. Ils en ont besoin d'être parfois un peu tout seuls, un peu tranquilles, hein. Ils en souffrent de devoir toujours être en groupe. Donc peut-être l'école devrait réfléchir à des moyens de... Maintenant, pour les plus grands, même si là aussi, finalement, ils aimeraient bien parfois être un peu tout seuls et tranquilles, si on observe que l'isolement est un peu partout et permanent, vous voyez, c'est-à-dire dans tous les contextes. En classe, personne ne veut travailler avec cet élève. À la cantine ou au self, il est toujours seul, en récréation aussi. Enfin, on observe, on doit s'en inquiéter. On doit s'en inquiéter, on doit inviter cet élève à venir en parler. Quelqu'un qui a déjà une relation de confiance avec ses élèves doit lui dire voilà, qu'on a observé ça et que ça nous préoccupe, qu'on voudrait savoir comment il le vit. Vous voyez, il faut s'en inquiéter. Oui. Si je peux compléter, Marie-Paul et professeur Cartier, oui, nous nous en inquiétons. De toute façon, nous avons nos équipes ici, donc, et des professeurs qui se rencontrent régulièrement, donc sur le primaire, sur le secondaire, justement, et notamment dans le secondaire, dans le cadre de nos conseils de classe, puisqu'actuellement, nous sommes en pleine période de conseils de classe. Ce sont des éléments qui remontent et qui nécessitent, et pour lesquels donc j'engage tout de suite les équipes donc, à voir un peu ce qui se passe. Aussi, donc les élèves délégués, quand ils sont en conseil de classe, on les consulte un petit peu là-dessus. Et puis après, on engage effectivement donc une action derrière, une approche auprès de l'élève. Et puis, on voit aussi donc avec la famille. Donc, on n'attend pas la fin de l'année. Dès qu'on a des signaux qui nous préoccupent, nous intervenons. Alors, on va prendre une dernière question. En termes de cyberharcèlement, que pensez-vous des applications de contrôle à la disposition des parents pour avoir la main sur l'utilisation à distance du téléphone de leurs enfants? Comment préconisez-vous leur utilisation? Je ne suis pas une grande spécialiste des applications de contrôle, mais je pense qu'on est obligé aujourd'hui de réfléchir à du contrôle. On a tellement créé un monde dangereux pour nos enfants avec ces réseaux sociaux, un monde totalement de non-droit absolu où ils se retrouvent face à des dangers énormes et ça très jeune, que de toute évidence, il faut remettre le regard de l'adulte, la présence de l'adulte, le contrôle de l'adulte pour leur offrir une sécurité. Donc, voilà, sans donner des réponses très précises, mais enfin, Jean-Pierre, je pense que oui, on est assez d'accord là-dessus. Ça nous affole, ce côté. Je pense qu'il faut adopter exactement la même démarche que dans notre approche avec les adolescents, c'est-à-dire avoir à la fois ce mélange de surveillance et de discrétion en même temps, qui fait qu'on veut quand même savoir où sont nos enfants. Bon, on aime bien lorsqu'ils sortent, savoir avec qui ils sortent et qu'est-ce qu'ils font exactement. Donc ça, c'est le rôle et le devoir de tout parent. À nous de nous montrer suffisamment vigilants et en même temps discrets pour pouvoir ne pas violer leur vie privée. Donc oui, il y a cette espèce de mélange de distance et de proximité qui est toute la règle de l'éducation, mais jamais, il n'y a pas de solution miracle en la matière, mais ce monde du numérique qui crée une fracture entre les générations, puisque tous les parents tous les enfants sont des digital natives aujourd'hui, tous les parents sont des digital immigrantes, sont
sont arrivés à ces systèmes avec un peu de retard. Donc, il y a une vraie fracture entre les générations. Soyons très, très prudents, ayons toujours un œil et parlons à nos enfants de leur vie numérique. Faisons-les parler de leur vie numérique, sans aller regarder ce qui est dans leur téléphone, mais faisons-les parler de leur vie numérique. C'est essentiel. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. De toute façon, on n'a pas d'autres questions. Merci énormément pour avoir passé cette heure et demie avec nous. Je pense que ça a rassuré, je pense, pas mal de parents sur les techniques et les méthodes qui sont employées. Et puis, ça a également répondu à des interrogations qu'ils pouvaient avoir. Donc, cette visioconférence sera disponible sur notre chaîne YouTube pour ceux qui nous ont rejoints tardivement. Voilà. David, je vous laisse le mot de la fin. Bon, à part remercier effectivement déjà de toute l'attention du public et de nous avoir rejoints, remercier à nouveau la professeure Cartier et le professeur Bellon, donc pour la présentation qui en même temps, moi, m'a permis aussi d'alimenter donc ma connaissance et ma réflexion par rapport à tout cela, et un sujet qui vraiment est la préoccupation de notre système éducatif et de beaucoup de systèmes éducatifs, donc, parce qu'il s'agit de l'épanouissement de nos enfants dont il est question, et tout ce travail de sensibilisation est très, très important, et puis le travail aussi de la gestion, de l'accompagnement donc, des enfants qui ont été victimes, qui ont été aussi à l'origine donc, de ces actions. Donc, tout cela fait partie de nos préoccupations au quotidien, donc tout le monde donc, en soit assuré, que ce soit donc, nos parents ici donc, à Singapour, mais aussi beaucoup d'autres parents, donc d'autres établissements scolaires. Merci encore. Merci beaucoup. Très bonne soirée à tous. Au revoir. Merci à vous tous. aussi. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.